les saluts des pieds jusqu'à la tête de la mode à la couture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Rendez-vous dans les coulisses de la Sainte-Chapelle. Exit parcours touristique, bonjour porte dérobée et petits secrets. Notre invitée du jour, c'est Eliane Ucci, jeune talent de la mode. Elle mixe les matières et les techniques pour des créations résolument modernes. Des paroles, mais surtout des bonnes adresses dans Repérage pour découvrir Paris sur les traces de la chanteuse Dalida. Blanc, vert, rouge, noir, le marbre est une pierre aux 1000 reflets. Nous avons retracé son histoire et les techniques pour le travailler. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. Ses points de vue. Dévoiler ses sentiments à son crush, dire à ses voisins qu'ils sont trop bruyants ou à mamie qu'elle pique un peu. On vous a déniché la belle idée qui fait tout ça. Chez Chanty Biscuits, on choisit le goût et surtout l'inscription qui sera ensuite tamponnée sur votre petit gâteau. Quitte à faire passer un message, autant le faire avec gourmandise. En 66, Yves Saint Laurent a 30 ans et c'est lors de son défilé haute couture qu'il donne un grand coup de pied dans la fourmilière mode en présentant un smoking pour femmes. Il bouleverse alors les codes de genre. Indignation ou admiration, le smoking Yves Saint Laurent fera l'effet d'une bombe chic et terriblement audacieuse dans le monde de la couture. Pour ceux qui ne savent pas compter jusqu'à 3, voici le 1. Cet hebdomadaire traite de grandes questions d'actualité à travers le regard d'écrivains, de chercheurs, d'artistes ou encore d'experts. Une fois déplié, voici une grande page de culture. À ce qu'il paraît, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous la jouer détective privé caché au fond du bar. Pour donner un coup de peps à une chemise blanche basique, quoi de mieux que du Made in France? Chez Le Bestiaire, les plastrons s'inscrivent dans un univers gothico-romantique où insectes, chauves-souris, plumes et fleurs fricotent en toute liberté version cuir ou broderie. De quoi devenir la reine des abeilles. Aujourd'hui, visite très privée de la Sainte-Chapelle où notre guide nous a ouvert les recoins les plus secrets de ce monument. Suivez-nous. Il y a un endroit dans Paris qui offre l'une des plus belles vues de la capitale, mais seuls certains privilégiés y ont accès. Si on vous dit Palais Royal bien avant ceux de Versailles et des Tuileries, vous y êtes? On vous emmène découvrir la Sainte-Chapelle comme vous ne l'avez jamais vue. Guillaume Rabot, notre guide averti, a promis de nous emmener dans les coulisses de ce monument sacré. On vous prévient, il faudra grimper de nombreux escaliers, mais c'est le prix à payer pour découvrir la face cachée de ce monument. Mais avant cela, une petite piqûre de rappel est nécessaire, et Guillaume nous raconte l'histoire de ce lieu construit par Saint Louis au XIIIe siècle. Cette cage de verre, qui est un immense reliquaire, au départ, était destiné à abriter la couronne d'épines du Christ. Une fois par an, d'ailleurs, ces reliques étaient exposées au public, aux Parisiens. Donc le roi se déplaçait lui-même en costume de sacre. Il montait en haut de la tribune des reliques. On ouvrait derrière un vitrail dans l'axe de la chapelle, de façon à ce qu'en contrebas, les Parisiens puissent voir une fois par an les reliques de la Passion du Christ. Après la Révolution, les reliques ont quitté la Sainte-Chapelle et sont maintenant exposées à Notre-Dame de Paris. Mais on continue toujours à admirer les immenses vitraux. Abîmés par les âges, les Monuments de France ont entrepris la restauration de ces vitraux en 2008. Et après 7 années de travail, on peut de nouveau les admirer. Tous représentent des scènes bibliques, mais Guillaume a attiré notre attention sur un vitrail un peu particulier. Il y a un vitrail qui est assez exceptionnel. Le roi Saint-Louis a osé se représenter dans une des verrières de la Sainte-Chapelle. Et on voit dans la partie haute de cette scène le roi qui montre la couronne d'épines du Christ. Donc c'est une scène exceptionnelle, d'autant plus que le roi se place à l'intérieur de l'histoire du monde. Tous ces vitraux racontent l'histoire de la Bible. Ce qui va apporter à l'humanité, c'est tout simplement la couronne d'épines du Christ. Un roi un peu mégalo, ce qui explique la particularité de cette chapelle. Construite sur 2 niveaux, il y a donc une chapelle basse et une chapelle haute. Et ce que vous voyez dans la chapelle basse n'est pas d'origine. En 1690, l'eau de la Seine est montée ici, en chapelle basse, à mi-hauteur des vitraux. Donc tout le décor d'origine, qui datait de Saint-Louis, a pratiquement totalement disparu. Alors le décor peint est celui du XIXe siècle. On a repris tout le décor au-dessus pour l'appliquer en chapelle basse.
parce que pour tout vous dire, on n'avait aucune information, aucune archive fiable pour restaurer la chapelle basse. Maintenant que l'on connaît l'histoire de la Sainte-Chapelle sur le bout des doigts, ça vous dit de sortir des sentiers battus? Alors suivez-nous, il y a quelques marches à gravir. Voire beaucoup de marches. Mais c'est le prix à payer pour découvrir des endroits interdits au public. C'est un endroit qui n'est pas visité, puisqu'on est très en hauteur par rapport à la Sainte-Chapelle ici. Derrière, il y a les combles, et derrière, surtout, il y a une structure en fer qui est très importante pour ce bâtiment, parce qu'elle permet de maintenir le bâtiment en place. Il n'y a pas d'arc-boutant à l'extérieur, et l'usage du fer est vraiment très important dans cette Sainte-Chapelle pour vraiment maintenir tout en place. On y voit effectivement la structure en fer, la charpente en bois de hêtre, et Guillaume nous a présenté des pensionnaires un peu abîmés. C'est le dépôt lapidaire qui appartient au Centre des Monuments Nationaux. Alors ce sont des pierres qui viennent de restauration, souvent, qui n'ont pas été jetées, donc on les conserve ici, dans les combles de la Sainte-Chapelle. On vous a évidemment gardé le meilleur pour la fin, avec la sublime vue qu'on vous avait promis. Après quelques marches et échelles exiguës à monter, voilà. Nous voici sous la flèche, au point culminant de la chapelle. On vous laisse admirer la vue, parce que nous, on a quelques marches à redescendre. Eliane Ucci est une jeune créatrice de talent. Aujourd'hui, elle nous reçoit dans les ateliers de Paris où elle crée sans modération. Venue tout droit de Zurich, la jeune créatrice Eliane Ucci a posé ses valises à Paris il y a quelques années pour vivre son rêve de petite fille. Mais loin de vouloir devenir une créatrice de plus, elle a d'abord cherché une façon de sortir du lot. Très attachée aux savoir-faire ancestraux parfois oubliés et catalogués de ringards, elle a eu l'idée de les conjuguer au présent et au futur, tout en se basant sur le passé. Point de croix, dentelle au fuseau ou pli plat, Eliane apprend des techniques pour mieux les revisiter. Car chez Savoir-faire, on revisite, mais on ne badine pas avec la technique. Pour moi, une technique, c'est intangible. La technique, très souvent, elle reste elle-même. C'est juste que les matières qu'on change et du coup, il faut savoir comment adapter la technique pour que le résultat ait la même qualité qu'avant. Sauf que la matière, elle est différente. À chaque nouvelle collection, pour maîtriser toutes ces techniques, Eliane doit les apprendre auprès des meilleurs. Et ce n'est pas toujours simple de trouver le bon artisan qui la suivra dans ses créations. C'était important pour moi de trouver quelqu'un qui a un esprit ouvert, mais en même temps un expertise. Donc c'est énormément d'expérience et en même temps prêt à changer complètement, à repenser ce qu'il faisait pendant 30 ans. Loin d'être conventionnelle, Eliane ne l'est pas non plus dans sa façon de créer. Ses croquis à elle sont directement en 3D et sur la matière. Si j'ai une idée en tête, très vite, je vais sur du concret. Donc je prends du tissu et j'applique la technique directement. Donc je ne fais pas autant de croquis pour créer, mais je fais des échantillons de techniques dans tous les sens. Et ces échantillons de techniques ne seraient pas possibles sans son acolyte Ruth Frida Ray, sa machine à coudre. C'est un peu l'outil qui me permet de créer ce que j'ai dans ma tête. Donc c'est une aide pour sortir les créations pour qu'elles deviennent réalité. Et du coup, la machine, elle est très importante. Elle a aussi un nom. Elle est nommée après ma grand-mère parce qu'elle faisait beaucoup la couture. Et elle était un rebelle. Et après, il y a Frida Kahlo. Donc c'est que des femmes très fortes. Chez Savoir-faire, on travaille à plusieurs mains pour créer les collections et c'est ce qui a plu à Monica, sa première d'atelier et assistante, présente depuis le début. Ensemble, elles font ce qu'elles appellent des expérimentations. Elles essayent des prototypes pour voir en 3D ce qui va et ce qui ne va pas. Eliane, elle travaille d'une manière qui était un petit peu différente de plusieurs autres gens dans la mode. Et c'était intéressant parce que c'est beaucoup plus collaboratif dans la manière
On monte les pièces ensemble. Elle me dit, en fait, j'ai trouvé ça qui était cool. J'ai fait des expériments avec ce tissu ou ce pièce ou ce coupe-là. Et on mélange et créer des choses comme ça. C'est vraiment spontané et dynamique. Et pour créer sa marque, il était important pour Eliane d'avoir la main sur tout et pas seulement sur la création. C'est ce qui l'a poussée à passer son diplôme d'entrepreneur à l'Institut français de la mode en 2016. Moi, c'était très important parce que je partage l'opinion de Rei Kawakubo, de Comme des garçons, qui dit que si tu as une personne à côté de toi qui est le business partner, cette personne, il ne va pas forcément comprendre ton processus créatif et du coup, il va te limiter. Par contre, si moi, j'ai des connotations business et si moi, je peux comprendre tout ce jeu-là aussi, c'est comme je peux jongler tout. Pari réussi, car avec Eliane, le passé n'a jamais été aussi contemporain et on a hâte de voir la suite. Bonjour Eliane. Bonjour. Eliane, vous nous recevez aujourd'hui aux ateliers de design de Paris. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Les ateliers de Paris, c'est un incubateur de la ville de Paris. Donc c'est un investissement dans la jeune création. On est tous des designers ou des artisans ici. Et on a la possibilité de rester avec les ateliers de Paris pendant 2 ans, mais aussi pour avoir des lieux pas très chers au centre de Paris. Vous avez toujours voulu être créatrice de mode, Eliane? Oui, c'est un peu l'histoire cliché, donc je voulais toujours être créatrice. Mais ouais, c'était toujours ça l'idée. Créatrice de mode comme vous le faites, c'est encore un concept un peu particulier que vous avez initié lors d'un voyage au Pérou. Oui, donc pour moi c'était important. C'est pas que des vêtements pour s'habiller. Ouais. C'est pas parce qu'on a tellement des vêtements déjà, donc c'est pas nécessaire de rajouter juste un autre haut et un autre pantalon. Donc pour moi, c'était important d'avoir plus une message derrière. Et du coup, je suis partie en Pérou et je travaillais avec des tisseurs dans les Andes. Et donc c'était une ONG avec laquelle je travaillais, parce qu'ils ont eu besoin d'un créateur ou d'un designer qui travaille avec leurs tissus. Donc l'idée, c'était de reprendre les tissus traditionnels. Et de faire des choses modernes. Exactement. Alors aujourd'hui, chaque collection que vous fabriquez, vous en êtes à la 5e, a un savoir-faire ancestral que vous remettez au goût du jour. Exactement. Donc au Pérou, je me rendais compte qu'il n'y a pas que des savoir-faire en Amérique du Sud. Chez nous, il en a tellement aussi. Et je pense que surtout en France ou aussi en Suisse, je viens de Zurich, on est très bon en conservant les savoir-faire. On les met dans les musées, dans des bibliothèques, les archives. Mais c'est très difficile de le remettre dans notre vie quotidienne. L'idée, c'est de l'apprendre si je ne le connais pas encore. Parfois, il y a des savoir-faire que je ne peux pas apprendre en 2 semaines. Donc, j'ai un expert qui va l'exécuter à la fin. Mais c'est important d'apprendre la manière de le faire pour savoir où est-ce que je peux le manipuler, où est-ce que je peux changer les matériaux, comment je peux l'innover. Et après, je le mélange avec des pièces iconiques comme la veste en jean et le costume, donc le veston. Parce que je trouve que ça, c'est 2 pièces qui représentent un peu notre société, donc touchent un peu tout le monde. Quel est le prochain, par exemple, que vous aimeriez explorer? Là, on travaille sur le reprissage. C'est quoi le reprissage? Le reprissage, pour la toute première fois, c'est un thème un peu large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la durabilité des vêtements, la durabilité d'une société. On ne veut pas que produire pour surproduire. Donc, on va aussi réutiliser les tissus. Donc, cette collection, par exemple, elle est que sur des tissus déjà produits. Donc, c'est vraiment une réutilisation de qu'est-ce qu'on a déjà. Donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser l'histoire que le vêtement a déjà vécue. Par exemple, la moitié d'une pièce vintage est rajoutée et mélangée avec une nouvelle création. Et finalement, c'est des vêtements nouveaux. On s'apparente beaucoup à la haute couture.
parce que vous êtes vraiment dans une technique très particulière et c'est presque conceptuel. Est-ce que c'est ça le but, la haute couture, le but final? Je pense que ce qui me dérange du terme haute couture, c'est très loin de notre vie quotidienne. Mais à la fin, c'est dans une certaine sens, c'est une haute couture parce que c'est réfléchi, il y a aussi du travail à la main. Donc c'est une manière de penser comme la haute couture. Mais j'ai envie ou je pense qu'aujourd'hui, on va vers cette manière philosophie de réfléchir plus qu'est-ce qu'on porte. Et dans ce sens-là, on va dans une philosophie haute couture, plutôt. Merci beaucoup, Eliane. Merci à vous. Si l'envie de découvrir la capitale en chanson vous prend, pas la peine d'avoir 18 ans ni d'être beau comme un enfant, car aujourd'hui, c'est repérage Dalida. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et fredonné les chansons de Dalida dans les rues de Montmartre. Pour marcher dans les pas de la chanteuse égypto-italienne, il faut se rendre dans son quartier de prédilection, Montmartre. Un endroit qu'elle chérissait tout particulièrement, comme nous l'a confié notre guide, Jean-Manuel Gabert. Elle était vraiment impliquée dans la vie du village, comme on le serait en province, à la campagne. Et c'est ça qu'elle aimait vraiment. C'est pas le Paris résidentiel ou monumental, c'est ce micro-village de Montmartre, imprégné de bohème, de vie artistique, de convivial qu'elle adorait. Montmartre était son quartier à tel point qu'en 1996, 9 ans après sa mort, la place Dalida a été créée en son honneur. Ce buste en bronze, imaginé par le sculpteur Aslan, trône fièrement au carrefour de la rue de l'Abreuvoir et de la rue Girardon, et à quelques mètres de sa maison, où elle a vécu de 1961 à sa mort, rue d'Orchamps. Cette maison va marquer son quotidien, c'est la maison à l'italienne, on y mange des pâtes le dimanche, on y joue, on y parle, c'est sa maison, sa protection. Et si elle avait élu domicile rue d'Orchamps, c'était aussi pour la proximité avec l'un de ses endroits préférés. Alors cette maison, elle est historiquement située d'une façon assez magique, et à quelques mètres de ce moulin de la Galette, duquel elle fera sa deuxième famille, dans le petit restaurant de chez Graziano, sous les ailes du moulin, qui sera vraiment son deuxième abri entre sa maison et le restaurant. Justement, ça vous dit d'aller y jeter un œil ? Il suffit tout simplement de traverser la rue pour se rendre au moulin de la Galette. Ancien moulin à farine du XVIIIe siècle, le moulin est devenu une guinguette en 1895, avant de devenir définitivement un restaurant en 1980. Tenu à l'époque par son ami Graziano, qui proposait une cuisine napolitaine chère à la chanteuse, Dalida y passait beaucoup de temps, parfois seule ou entourée de ses amis proches et de sa famille. Elle avait même sa table attitrée près de la fenêtre, et malgré les changements de propriétaire, le clin d'œil est resté pour le plus grand bonheur des touristes, car la table est toujours prise d'assaut. Mais le Montmartre de Dalida ne serait pas complet sans parler de ce qui se cache derrière cette lourde et épaisse porte qui renferme de nombreux secrets de la chanson française et internationale. Bienvenue dans le studio d'enregistrement CBE. Créé en 1966 par Bernard Estardi, Georges Châtelain et Janine Bisson, tout y est encore d'origine. Aujourd'hui, c'est Julie, la fille de Bernard, qui est la gardienne de tous les secrets que renferment ces murs au bois de hêtre. De 1973 à sa mort, Dalida a choisi l'atmosphère feutrée et intimiste du studio pour y enregistrer ses plus grands succès. Et avec un peu d'imagination, on pourrait presque la voir ici, devant son micro, en train d'enregistrer « J'attendrai ». Mais toujours sans casque, car elle n'aimait pas emporter pendant les enregistrements. Pour qu'elle ait cette liberté dans son chant, mon père, Bernard Estardi, avait trouvé le moyen de la faire chanter sans casque. Il y avait deux haut-parleurs qui balançaient
le playback de la chanson. En les positionnant à égale distance, d'une certaine manière, on crée d'une certaine manière une espèce de trou dans lequel on peut placer la voix, et en permutant la phase, en jouant sur cet effet de phase, on peut éviter d'entendre du coup ce playback. Et elle pouvait chanter en toute liberté sans avoir cette chose qui l'enclavait. Vous voilà donc fin prêt pour débuter ce pèlerinage sur les traces de Dalida, tout en fredonnant le temps des fleurs dans les rues de Montmartre et découvrir des endroits qui valent bien quelques photos, même au détour d'un virage. Un focus qui ne vous laissera pas de marbre. Ce matériau s'invite dans les plus vieux monuments, mais aussi dans les intérieurs branchés, découvertes. Selon vous, quel est le point commun entre cette salle de bain, ses fruits, cet Apollon pas très habillé et l'intérieur de la basilique Sainte-Sophie? Une idée? Ils sont tous faits de marbre. Ce sont les Grecs qui l'ont découvert il y a plus de 200 ans et un peu trop fans de la matière, ils en usaient et en abusaient. Et aujourd'hui encore, la folie du marbre a frappé. Mais alors, le marbre, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre métamorphique dérivée du calcaire. Pour les plus romantiques, le marbre vient du mot latin marmaros, qui signifie pierre resplendissante. On comprend mieux pourquoi le David de Michel-Ange est la statue devant laquelle le plus de gens s'évanouissent. Et pour son David, Michel-Ange est allé chercher le marbre ici. Dans les carrières de Carrare, l'une des plus vieilles d'Europe, chaque année, plus de 4 millions de tonnes y sont extraits, de quoi faire des milliers de David. À l'époque, extraire le marbre était un véritable casse-tête. On utilisait des pics, des coins et une sacrée huile de coude dans la chaleur et la poussière. Aujourd'hui, on est toujours dans la chaleur et la poussière, mais on utilise de gigantesques fils diamantés et de grosses machines de plus de 6 mètres de haut. Et si on quittait la poussière des carrières de marbre pour retrouver celle de l'atelier de Christian Caudron, qui travaille le matériau depuis près de 40 ans. En fonction du bloc, effectivement, il n'y a jamais 2 blocs pareils, donc quand on fait une sculpture, même si on devait en reproduire une, forcément la matière ne sera pas la même. C'est très très riche, hein, il y en a énormément. Donc, et même le même marbre pris à des moments différents dans la carrière sera aussi différent, il change de couleur, il change de veinage. Donc c'est sans fin, c'est très varié. Un vaste choix avec lequel Christian s'amuse. J'ai travaillé pas mal de temps la marqueterie aussi. Et donc quand je fais des sculptures, j'aime bien aussi mélanger le travail des pièces avec différents marbres. En plus de toutes ces possibilités de couleurs, on retrouve dans le marbre un contraste important entre son aspect et sa réalité qui permet une création multiple. C'est une matière qui est à la fois qui paraît très dure et puis qui en fait, quand on sait la maîtriser, qui n'est pas si dure que ça. Le fait qu'il y ait une certaine dureté, ça permet de faire des choses très fines, des petites arêtes, un visage. On peut, dans une pierre assez dure, on peut pouvoir faire un très beau visage. Si l'essentiel du travail se fait aujourd'hui à la main, grâce aux nouvelles technologies, Christian peut gagner du temps précieux pour découper des plaques de marbre ou dégrossir une sculpture avant de tout retravailler à la main. Et si vous regardez bien, il y a toujours un point commun entre cette débiteuse et ce robot qui sculpte grossièrement le marbre. Dans les deux cas, on manque systématiquement de se faire éclabousser par des trompes d'eau. Si on n'utilisait pas l'eau, le diamant, le carburant tungstène, quand il va se mettre à couper le marbre, ça va chauffer très rapidement. Donc le marbre va s'effriter, va se casser. Donc on est obligé de mettre de l'eau pour refroidir le marbre, le carbure, pour pas que ça chauffe. Et ça permet aussi d'emmener, ça fait une forme de boue en fait. La poussière qui est créée par la découpe se transforme en boue et par l'eau, elle est évacuée. Ce qui n'empêche pas totalement d'échapper à la poussière. Et là aussi, on est face à un paradoxe amusant. Le travail est très salissant, on travaille dans la poussière, dans le froid, dans la boue, il y a beaucoup d'eau. Et c'est le contraste entre une pièce en fabrication à l'atelier, quand on les voit dans les expositions, souvent on voit le marbre, bon, c'est très prestigieux, ça brille, c'est beau, ça paraît un peu magique, mais la fabrication c'est carrément l'envers du décor, quoi. C'est un peu la mine.
Mais après de nombreuses heures passées dans cette mine, Christian Caudron réalise de véritables écrins dénués de poussière qui lui ont valu le prix de meilleur ouvrier de France pour travaux marbriers. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!